Madame la maire, mes chers collègues, ma question s'adresse aux élus et pas aux fonctionnaires qui nous présentent ce document et qui ne sont que les exécutants de la politique municipale, on s'entend. En fait, le bilan est un document qui doit faire état de ce qui est, c'est-à-dire ce qui a été fait effectivement. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce qui sera fait. Le schéma vélo, alors je ne reviens pas sur la déclaration du 21 novembre dernier de M. Chevalier qui nous disait que le lendemain du conseil municipal, il nous présenterait le plan vélo. Bon, peut-être qu'il y en aura un jour, mais ou du dernier conseil municipal de politique générale sur l'incapacité de donner une date pour le plan vélo. Donc en fait, est-ce qu'on pourrait avoir dans le prochain document la séparation de ce qui est fait et de ce qui sera fait? Parce que par exemple sur les cours d'école, peut-être que vous ferez toutes les cours d'école, super, on sera très content, mais en l'état il y en a 2, je crois, qui ont été faites. Donc 13. Ouais, alors en fait, ce qui serait bien dans le document, ou par exemple sur le bilan carbone, d'avoir le bilan carbone, d'avoir des données objectives sur ce qui a été fait, plus que sur la magnifique politique environnementale que vous allez mener pendant les 4 ans qui viennent. Voilà, qu'on sépare les deux, ça pourrait être bien dans la nature du document, à mon avis. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, du coup, il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas. Par exemple, la première, c'est celle des déchets. Nous sommes une des villes où on trie très peu. On trie et on produit beaucoup. Nationalement, visiblement, on collecte autour de 261 kg par habitant. Et nous, à Aix, on a la chance de collecter 340 kg. Donc on est 140 kg de déchets produits en plus que la moyenne nationale des autres villes. Donc par exemple, est-ce que vous pourriez nous dire quelle action a été faite dans l'année et qu'est-ce qui sera fait dans l'année à venir pour baisser le volume des déchets que les habitants vont produire? Pour les déchets triés, on est toujours à l'étiage assez faible de 51 kg par habitant. Si je ne m'abuse, la moyenne nationale est autour de 93 kg par habitant. Je pense que vous trompez d'assemblée parce que la compétence n'est pas à la ville. C'est la compétence de la métropole. Ben oui, mais en fait, c'est quand même vous qui installez dans la ville des containers. C'est quand même. Donc Non. Enfin, vous n'êtes responsable de rien en fait. Donc. Et oui, mais c'est un peu, ça pose un problème. On aimerait bien l'être un peu plus, vous savez si bien. Alors, pourquoi pas, mais jusqu'à présent, vous gérez la métropole, vous l'avez fait pendant 20 ans, le conseil de territoire pendant 20 ans. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est une amélioration du tri des déchets sur Aix. Donc quand vous nous présentez un projet sur ce sujet, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est prévu sur ce dossier? Il y a un deuxième dossier qui est très sensible et qui est la pollution de l'air. Les enquêtes nationales estiment qu'il y a entre 48 000 et 50 000 personnes qui meurent tous les ans du fait de l'augmentation de la pollution de l'air. Ça me semble aussi relever de votre compétence. Est-ce que vous avez prévu, dans le PLUI futur, d'exclure des zones très proches? Métropole. Vous êtes responsable. En fait, donc je ne sais pas pourquoi on se réunit, mais en revanche, vous voyez, on va agir sur le plan de circulation de manière à décomposer le plus possible la ville. Vous attribuez des permis de construire le long des autoroutes, vous lancez la Constance qui est le long d'un axe routier qui est des plus pollués. Il y a des possibilités de faire, c'était dans le plan local de santé que vous avez voté, des études épidémiologiques sur ce que ça pesait en termes de santé environnementale pour les Aixois, sur la surmortalité générée par cette chose-là. Enfin, c'est vous qui avez voté le plan local de santé, c'est ici, c'est maintenant. Donc il n'y a pas d'enquête sanitaire des effets de la pollution sur Aix. Pourtant, c'est vous qui avez voté dans ce document il y a 2 ans cette chose-là, le plan local de santé. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir des objectifs d'amélioration de ces choses-là? Je ne suis même pas dans l'acrimonie. Vous voyez, nous avons aussi le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui est dans le document qui vous avez Dans le bruit, par exemple, j'ai interpellé plusieurs fois M. Dijon sur la police du bruit. La police municipale peut prendre la compétence de lutte contre le bruit, peut équiper la police municipale avec des équipements adéquats pour lutter contre le bruit. Voilà, est-ce qu'il y a des actions prévues en ce sens? C'est fait, Monsieur Di Méo. Tout est fait. Simplement, là, j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus loin que ce bilan qui, effectivement, présente, selon vous, le défaut à la fois de constater ce qui est fait et en même temps de projeter pour donner quand même une cohérence d'ensemble à ce qui va être fait et ce qui est en projet. Moi, je pense que c'est beaucoup plus cohérent de cette manière-là, tout simplement. Sinon, on aurait une liste à la Prévert, finalement. Ce serait bien dommage, ça enlèverait du souffle à ce document, qui est un souffle important et qui est un souffle qui a traversé l'ensemble du programme électoral des municipales.
Peut-être que Sylvain souhaite prendre la parole, ou Éric sur le plan vélo. Et après, Madame Pétel. Oui, Madame la maire, moi, ce sera très rapide. C'est juste sur les derniers mots de l'interrogation de Monsieur Diméo. Est inscrit au budget de l'année prochaine sur le matériel de l'exercice 2022. L'achat de matériel pour la police municipale, notamment de sonomètres et de sonomètres pour mesurer, pour pouvoir contrôler les nuisances sonores qui seront émises par les 2 roues motorisées sur des contrôles que l'on fera en centre-ville et aux abords, à la fois pour pouvoir cibler les 2 roues motorisées et pour pouvoir également mieux contrôler le bruit. L'hygiène le fait déjà, elle le fait très bien avec des procédures beaucoup plus complexes, beaucoup plus réglementaires, beaucoup plus longues sur des établissements. Il y a un travail qui se fait en partenariat entre police municipale bien sûr et l'hygiène, mais les agents seront également équipés, un peu mieux équipés à partir du début de l'année prochaine sur cette brigade bruit. Voilà. Merci Sylvain. Éric ? Alors juste pour reprendre, c'est vrai qu'on aurait pu faire une liste très longue de ce qui a pu être fait sur le vélo, mais vous avez quelqu'un encart qui démontre bien qu'on avait une demande en premier temps qui était le stationnement, deuxième demande le stationnement sécurisé, troisième demande rattraper les discontinuités. Tous ces axes, au fur et à mesure, au fil de l'année 2021, nous les avons fait. Il faut maintenant certes poursuivre en faisant ce qu'avait dit le maire, c'est-à-dire la liaison entre les quartiers et les liaisons du centre-ville vers les quartiers. Bien entendu, ces éléments se mettent en œuvre au fur et à mesure, en fonction des disponibilités foncières. Et en parallèle, comme vous le voyez aussi, on a raccroché le cheminement vers Aiguille et vers le Tolonnais, qui sont des communes aussi qui sont demandeurs de ce genre de déplacement, de ce type de déplacement pour leur population. Donc les choses se font. C'est vrai qu'on aurait pu faire une liste, je le reconnais, que c'est, comme on l'a dit l'autre jour en réunion, on fait beaucoup de choses, mais peut-être des fois on ne sait pas dire qu'on fait autant de choses. Donc bon, s'il faut une liste à l'après-vert, on mettra une liste à l'après-vert. Une dernière phrase. Monsieur Spano, de l'environnement. En attendant Nicolas Le Jardinier. Donc, moi j'ai une petite question. On l'a constaté dans l'actualité récente, le prix des énergies fossiles et notamment celui du gaz ont considérablement augmenté, à tel point que le gouvernement s'est vu contraint, dans l'urgence de la situation subie par nos concitoyens, de bloquer les prix pour 1 an et d'octroyer un petit chèque de 100 € pour amortir cette hausse. Je constate dans le document qui nous a été remis, que je trouve très pédagogique et très explicite, que la ville dépend à 54% de l'énergie gazière et que son prix doit peser sur les finances municipales. Donc ma question, c'est que je suppose que vous avez peut-être prévu de remplacer progressivement la consommation du gaz par une autre forme d'énergie, l'électricité peut-être. Et ma question est celle-ci, comment est-ce qu'une municipalité s'y prend? Quelle est la latitude de la ville pour le faire? Et éventuellement, y a-t-il un délai ou un planning prévu pour le désengagement de l'énergie du gaz? Eh bien, effectivement, le gaz n'est pas forcément la meilleure des énergies. De surcroît, il coûte effectivement assez cher. Et aujourd'hui, nous allons, si la loi nous l'accorde, retrouver la compétence des réseaux de froid et de chaleur. Et nous misons énormément sur ces réseaux-là. Voilà, pour l'avenir. Oui, merci Madame le maire. Je ne reviens pas sur la discussion générale et que s'en partage sur le rapport. Et que s'en partage s'est exprimé par la voix de Cyril Diméo et de Pierre Spano. Et donc, ce n'est pas là-dessus que je vais revenir, mais je vais... moi aussi, parler du BHNS, essayer de poser quelques questions. Donc, on a tout de même une très bonne nouvelle. Hein. À Aix, on va avoir la possibilité d'avoir un financement d'un nouveau BHNS, effectivement, vers l'Émile, la Durane. Et c'est effectivement pour l'économie globale de la ville, ses transports, sa mobilité, les plans de circulation, y compris le vélo. Je rejoins M. Chevalier, on ne peut pas traiter le vélo séparément d'un plan de circulation global de la ville et de la cohabitation entre la voiture et le vélo, qui doit être équilibré et qui est un élément nouveau à prendre en considération. Donc je voudrais savoir à quelle échéance ce BHNS pourra être réalisé. Je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse, mais je me permets de poser la question au conseil municipal parce que
c'est une très bonne nouvelle, mais selon à quel moment ça va être réalisé, la nouvelle prend un peu de plomb dans l'aile, ou en tout cas, elle peut interroger le citoyen qui attend avec impatience que les transports s'améliorent dans la métropole et à Aix-en-Provence par la même occasion. Donc ça, c'est la première question que je voulais vous poser. La deuxième question est plutôt une remarque que je veux faire à la fois à Madame Pétel et à vous-même, si je puis me permettre. Je ne sais pas si tout le monde dans ce conseil municipal a compris la discussion qui a eu lieu autour de la création de ce groupement d'intérêt public concernant les transports. C'est quelque chose de très important qui est au cœur, finalement, ou symbolique de la réforme métropolitaine en cours. Ça veut dire que dans ce groupement d'intérêt public, on y trouvera l'État, c'est normal, hein, d'abord c'est l'arbitre, et puis c'est celui qui finance, a priori. On y trouvera les collectivités territoriales, par exemple la métropole, et puis on y trouvera les communes. Alors je vous rejoins, Madame le maire, on ne sait pas combien de communes, hein, on ne sait pas. Mais on y trouvera également les communes. Mais comment ça va marcher? Peut-être que Madame Pétel le sait, puisqu'elle a fait la publicité de ce groupement d'intérêt public. Moi, je ne sais pas comment ça va marcher concrètement et comment les décisions seront prises. Et on est au cœur de la réforme métropolitaine. Mon intuition, c'est que ça sera un instrument de centralisation. Ça sera un instrument entre les mains de l'État et via la métropole, et absolument pas un instrument que les communes, presque quelle que soit leur taille, peut-être pas pour Marseille, mais que les communes pourront maîtriser. Et ça, on est au cœur d'un vrai débat. Ce n'est pas couper les cheveux en quatre que de dire cela. C'est être au cœur de ce que doit être, puisque le mot est à la mode, l'intérêt métropolitain. Et qu'est-ce que ça signifie dans ce domaine, l'intérêt métropolitain? Moi, je vis comme une très bonne nouvelle, évidemment, l'action ici de l'État et les nouvelles qui ont été données sur les transports. Mais là aussi, le diable se cache dans les détails. C'est après dans l'exécution et dans la prise de décision, et qui a la possibilité de décider, que se trouvent les enjeux. Et là, aujourd'hui, je vois, moi, si ce n'est un danger, pas sur le principe, Mme Pétala, peut-être du groupement d'intérêt public, mais tel qu'il est envisagé, je vois encore une fois des communes qui seront dépossédées d'une certaine manière des décisions. Je ne dis pas qu'elles doivent prendre toutes les décisions. Lorsqu'il y a un intérêt métropolitain, évidemment, c'est plus large que la commune ou que telle commune. Mais les communes doivent participer profondément de l'intérêt métropolitain. L'intérêt métropolitain ne doit pas être simplement défini d'en haut par l'État ou par la métropole, qui ne sera d'ailleurs à ce sujet qu'un agent de l'État. Donc je voudrais que là-dessus, chaque conseiller municipal ait bien conscience de l'importance de la discussion là-dessus, et c'est pour ça que je voulais faire cette remarque, et je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Oui, alors sur le BHNS, on est dans l'incertitude. Et sur le parc relais, en revanche, qui devait être non loin de Barida, là, on sait en revanche qu'il n'a pas été retenu. Donc non, j'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable cohérence au niveau du PDU sur Aix-en-Provence pour le moment. Voilà. Sur le GIP, évidemment, c'est peut-être la seule raison qui valait que l'on ait une politique de pôle métropolitain il y a quelques années. La mobilité est effectivement une carence terrible sur l'ensemble du territoire. Le GIP, c'est une bonne idée, je ne sais pas ce qui va en résulter. Voilà, je n'en sais rien. D'autant plus qu'effectivement, l'État doit l'alimenter à hauteur de 250 millions de subventions et de 750 millions d'avances remboursables, mais que c'est quand même suspendu à un article de la loi de finances qui est passé il y a quelques semaines, et qui demande effectivement une révision du mécanisme de reversement des allocations de compensation, ce qui met en difficulté l'ensemble des communes, et ce que je n'ai pas manqué évidemment de rappeler au déjeuner avec Jacqueline Gouraud et le Premier ministre il y a 2 jours. Voilà. Tous les maires sont très inquiets parce que la fin des conseils de territoire nous promet tout de même des problèmes financiers terribles. Il n'y a pas d'échelon intermédiaire pour les remplacer.
Ils vont être supprimés au mois de juillet si la loi passe, ce qui signifie qu'on ne sait pas du tout ce que deviendront non plus les fonds de concours qui sont les nôtres, les subventions qui sont versées à nos associations, au monde économique, au monde social, au monde culturel, sportif. Nous sommes dans une incertitude qui est une incertitude totale. Voilà. Et la conférence financière aura lieu, bien sûr, après les élections présidentielles, histoire de ne pas faire trop d'annonces qui puissent faire beaucoup de bruit à ce moment-là. Et cette conférence financière, évidemment, elle rabotera a priori les allocations de compensation. Et la conférence financière, si elle avait eu lieu avant le réajustement de la métropole, aurait permis d'ajuster les compétences métropolitaines à des ressources réelles, et non pas de construire un monstre qui n'aura de cesse que de trouver des ressources extérieures, parce que sinon il n'y survivra pas, et le service public baissera. C'est une évidence arithmétique. Gérard Bramoulet. Dire un mot, s'il vous plaît, parce que s'il vous plaît. Marc, je voudrais intervenir sur l'intervention de Marc, dire que je partage beaucoup ton point de vue là-dessus. Mais au-delà de l'aspect technique, moi je voudrais me placer sur le point moral. Non seulement c'est l'asphyxie financière des communes, mais la façon dont c'est présenté, du type « je vais vous donner 1 milliard à condition que vous abandonniez votre pouvoir et que vous acceptiez qu'on vous coupe la tête », je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. D'autant que c'est notre argent. Hein. Ce n'est pas l'argent de Monsieur le Président de la République. Hein. C'est l'argent qui vient des contribuables. Et que cette démarche-là, je trouve qu'elle est totalement cynique. Elle est cynique. C'est d'un cynisme qui est effarant. Voilà. s'il vous plaît, oui. Est-ce qu'il est possible de dire 2 mots? Marc Pénat et Laurence Pétel. Comme vous voulez, moi c'est simplement pour répondre dans le débat, et après Mme Pétel, je suppose, interviendra. Moi, en fait, je ne voulais pas être polémique, hein, je voulais informer et mettre les éléments en débat, peut-être à ma manière, hein, on peut ne pas être d'accord, mais je voulais mettre ces éléments en débat sur les conseils de territoire. Je l'ai dit en conseil de territoire, et je pense qu'il est important qu'on l'entende aussi en conseil municipal. Pour ma part, je trouve que c'est une faute politique de supprimer les conseils de territoire. Ils n'avaient pas toutes les qualités, ils pouvaient éventuellement être réformés. Je l'ai dit, de l'extérieur, ça peut paraître comme une couche supplémentaire, et pourtant, je pense que le conseil de territoire, c'est l'échelle pertinente, c'est le bassin de vie. C'est là où il y a le bassin de vie, les liens économiques, les liens sociaux, les distances qui permettent d'avoir une vraie politique, je dirais, ancrée dans un territoire et de proximité. Et pour ma part, je suis pour ce type de politique et non pas simplement une politique qui viendrait d'en haut avec une métropole qui serait coupée de ses territoires. Et là-dessus, je veux faire 2 remarques. Je ne serai pas plus long. La première, je veux avertir les communes qu'il y a là, selon moi, un jeu de dupes. Il y a un jeu de dupes entre les compétences de proximité dont vous entendez parler et qu'il vous serait généreusement alloué, et puis ce qui reviendrait à la métropole ou à l'intérêt métropolitain. Avec la disparition des conseils de territoire, il y a un affaiblissement des communes. Il faut que les communes en aient bien conscience, que c'est un véritable affaiblissement, et dans une grande métropole, après voir comment elle sera réformée, éventuellement comment elle évoluera, peut-être, mais pour l'instant, dans la métropole telle qu'elle est, les communes, et surtout quand on n'est pas Marseille ou Aix même, les communes vont être d'autant plus esselées et en difficulté. Et sur les conseils de territoire, je me permets de le dire parce que je suis un élu qui n'est pas un maire, et je le dis à tous les élus qui représentent ici Aix, en dehors de vous, Madame le maire. Si demain on dit que pour remplacer les conseils de territoire, on a des syndicats de maires, hein, en gros, eh bien, selon moi... ce n'est même pas ça, Marc. Oui, hein. Les syndicats pourront être faits sur des compétences communales qui sont rendues. C'est-à-dire que l'ensemble des 30 compétences qui sont au conseil de territoire seront assumées par l'administratif. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire de manière générale, parce qu'avec la décentralisation, doit aller normalement la démocratie. Je viens de plaider pour la décentralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérêt des conseils de territoire, ce n'était pas simplement la conférence des maires qui précédait le conseil de territoire. C'était qu'il y avait des élus qui n'étaient pas des maires et qui participaient à la fois du débat
des décisions et donc de la construction de l'intérêt du territoire, de l'intérêt des communes et par là même de l'intérêt métropolitain. Et c'est aussi ça qu'on est en train de casser, et c'est un élément essentiel de démocratie, selon moi, que l'on remet en cause. Je ne dis pas que les maires ne sont pas légitimes, mais le maire au hasard, de Saint-Marc, je me garde, au hasard. Le maire de Saint-Marc, je me garde, tout seul face à la métropole, même si visiblement c'est un converti nouveau de la métropole, il va avoir quelques difficultés. Vous voyez, et c'est de ça que je voulais ici parler, et je voulais alerter chaque élu, quelle que soit sa position politique par ailleurs, sur cette question. Merci. Madame Pétel. Je suis désolée, mais je ne peux pas, ayant fait des réunions avec les maires pour justement leur expliquer ce qu'allait être cet amendement la semaine dernière et ses sous-amendements, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui disent clairement qu'ils obtiendraient sûrement beaucoup plus de choses en passant directement à la métropole qu'en allant au conseil de territoire. Parce que... Donnez-moi des noms. Non, je ne fais pas de délation, moi. Donc, attendez, quand on est élu, on assume publiquement les choses. Votre isolement le montre alors, aujourd'hui. il faut que la métropole évolue pas telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut qu'elle soit réformée elle-même beaucoup plus profondément. Mais il faut qu'elle soit réformée totalement, mais sûrement pas de cette manière-là. Qu'elle soit réformée profondément. C'est la demande qui a été faite, qu'elle soit réformée profondément. On est là sur une première étape qui, effectivement, a aussi pour objectif de répartir des compétences et de mieux les répartir, et ça c'était bien une demande des maires, de mieux définir un intérêt métropolitain, et ce n'est pas l'État qui va le définir, mais on le définit bien en conseil de métropole, avec une majorité, c'est inscrit dans l'amendement, donc ce que vous disiez est faux, Marc Pénard, et cette organisation déconcentrée qu'il doit y avoir demain, que la présidente doit présenter. Vous êtes à la métropole, vous n'y êtes plus, vous n'êtes plus vice-présidente. Si, j'y suis. Et j'y suis très bien parce que j'y suis libre comme je suis, madame. Vous y êtes affaiblie. Pas du tout. Vous n'y êtes plus libre, vous y êtes affaiblie. Vous êtes peut-être une femme de compromission, pas moi. Vous n'êtes plus vice-présidente, malheureusement, parce que vous auriez peut-être pu défendre ces intérêts-là. Non. C'est un pouvoir vertical et centralisateur. Je voudrais... Voilà. De même que l'État, d'ailleurs. Bon, écoutez, je pense qu'on va... Il y aura une administration déconcentrée, c'est ce qui a été demandé, et une conférence des maires territoriale. L'administration était déjà déconcentrée au niveau des conseils de territoire, et c'est exactement ce que nous lui reprochions. Parce que nous voulions un échelon décentralisé. À la place, on a carrément fait disparaître les élus. Bon, allez, hop. L'opposition qui vous gêne. On passe à autre chose. L'opposition qui ne vous gêne pas, vous la laissez parler. L'opposition qui vous gêne, vous ne la laissez pas parler. Mais pourquoi vous faites ça chaque fois? C'est pas vrai. Non, mais c'est la réalité. Je pense que j'ai exprimé. Il faut le voter. Point de vue, on en a indifférent. Ça ne veut pas dire pour cela que je suis. Je ne suis pas un opposant. Tout le monde sait que je suis un opposant. C'est une petite musique qui ne marche pas. Pourquoi vous n'êtes pas dans les dossiers de fond et pas dans des chicailles politiciennes? 1,8 million de personnes qui n'ont pas de transport depuis 30 ans. Soyez calme. C'est ça qu'on est en train de régler. Voilà. Vous n'êtes pas remise de la nuit, de l'amendement. Vous n'êtes pas remise, visiblement. Cela dit, quand on voit ce qui est devenu, excusez-moi Madame la maire, quand on voit ce qui a été fait pendant 20 ans sur les transports, on se dit que quand même avec ce groupement, on pourrait enfin progresser, non? Vous croyez pas? Tout dépendra de son mode démocratique. Moi, je suis pour qu'il y ait effectivement un instrument de ce type sur les transports. Mais si en effet, on peut imposer à certaines communes d'accueillir des équipements qu'elles ne souhaitent pas sur leur territoire, je trouve que c'est très moyen. Voilà. Et c'est un petit peu ce qui se profile. Tout d'abord, merci pour ce rapport social unique, un document que j'ai trouvé et que j'ai lu, parce que je pense que quand on a reçu mandat de quelques milliers d'Aixois, c'est normal de lire les documents qu'on vous donne. Il y en a certes qui sont certains plus ardus, on se met à plusieurs, mais celui-ci, ça va quand même. J'ai trouvé que c'était un document clair et transparent qui donnait à voir l'ensemble de la machine humaine, pardon pour cet oxymore, qui devrait, de mon point de vue, être donné à voir, je pense, à titre pédagogique à nos concitoyennes et concitoyens qui se désintéressent à tort de la politique au sens noble du terme qui est la gestion des affaires publiques et donc la gestion de leur vie quotidienne. Ils y comprendraient la complexité de la gestion d'une ville, de son fonctionnement quotidien et de l'investissement que cela représente et
pour les élus, quels qu'ils soient, et pour les fonctionnaires. Que les uns et les autres travaillent en étroite collaboration dans un partage incessant des responsabilités et des décisions, parce que, comme le dit l'adage, gouverner, c'est choisir. Mais je voudrais m'attacher un instant sur les agents. J'entends dans beaucoup de discours de la droite essentiellement, mais aussi du centre-droit, qu'il faudrait en diminuer drastiquement leur nombre. Alors 100, 150, et j'ai même entendu 180 000 suppressions de postes chez les fonctionnaires, chez les plus démagogues. C'est à qui mieux dans l'escalade. Le mal de la France, c'est les fonctionnaires. Supprimons-les et tout sera réglé. Nous disons le contraire. À gauche. Même si ce n'est pas toute la gauche. C'est parce qu'il y a moins d'agents de la fonction publique que les choses vont plus mal. Moins d'inspecteurs du travail pour contrôler les entreprises peu vertueuses qui ne déclarent pas leurs salariés, moins de procureurs, de greffiers, de juges pour rendre une justice plus rapide. Et nous sommes, au passage, le pays le moins bien doté en Europe en nombre de juges. Et il n'y a proportionnellement pas moins de justiciables en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas. Aujourd'hui, c'est la journée des Pays-Bas, vous avez noté. Entre les vélos et les eucalyptus, on pense à eux. Moins d'infirmiers et d'infirmières, de médecins, de personnel dans les hôpitaux, moins d'enseignants dans les universités, moins de cheminots, moins de personnel au trésor public pour contrôler l'évasion fiscale, j'en passe. On a supprimé depuis 15 ans un nombre considérable de policiers et on ne cesse depuis 5 ans de réclamer leur retour. Voilà pour ce préambule. Beaucoup plus près de nos préoccupations, je voudrais mettre un coup de projecteur sur les agents de la filière animation de la fonction publique territoriale qui sont en grève pour certains d'entre eux depuis hier. Parce que ceux qui nous écoutent ou nous regardent ne savent pas toujours quel est leur rôle. Tout d'abord, ils participent à la construction du lien social, au développement de nos enfants, à leur sociabilité, au développement de la cohésion sociale. Ils participent à la transmission de valeurs éducatives, culturelles, citoyennes. Ils participent à l'épanouissement et l'émancipation individuelle des publics accueillis. Alors, disons-le, ils souffrent depuis des années d'un manque de reconnaissance. Les bas salaires, la précarité, les mauvaises conditions de travail, les sous-effectifs deviennent la norme. Comme pour les personnels de l'hôpital public que l'on a applaudi pendant des mois, nos fameux premiers de corvée, ils sont tellement indispensables qu'ils sont méprisés. Tout le secteur souffre de sous-effectifs, d'un turnover particulièrement anormal. Les conséquences sont désastreuses sur la qualité d'accueil, sur les contenus pédagogiques et sur la sécurité de nos enfants. Cette logique génère les modes d'organisation déshumanisés, où l'enfant est souvent relégué et parqué au détriment d'une relation de confiance et d'écoute tellement importante pour sa construction. Et au lieu d'émanciper les consciences, cette politique conduit à la construction d'une forme d'aliénation collective répondant à la logique libérale, comptable et financière qui est au cœur de cette politique. J'ai terminé. Cette politique contenue dans la loi de transformation de la fonction publique entend en finir avec le statut de la fonction publique, avec la mise en place d'un code en lieu d'un statut, avec le passage en force aux 1607 heures, avec les restrictions du droit de grève, avec aussi la généralisation des délégations de services publics. Là, Pierre, je pense j'ai fini, 30 secondes. Ça devient une tribune de parti. Non, mais justement. Mais c'est un petit plaidoyer pour eux aussi. Ils ont le droit qu'on parle d'eux de temps en temps. J'ai terminé. Ils sont les agents de la filière animation ainsi que l'ensemble de leurs collègues dans les écoles et aux avant-postes pour maintenir un service public de qualité. Et aujourd'hui, leur indignation fait place à la colère. Ils demandent le rétablissement d'un taux d'encadrement digne de ce nom. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils réclament aussi une mesure pour la titularisation pour toutes et tous dans le public et dans le privé, de véritables CDI qui répondent à des besoins permanents qui prennent en compte les temps de préparation et réunis. Il me reste 3 phrases. La fin des temps partiels imposés, des formations professionnelles diplômantes, des moyens humains et pédagogiques suffisants permettant de remplir les missions dans l'intérêt des enfants. Ils demandent de la reconnaissance et de la dignité à leur égard. Merci pour eux. Sur la 103, je pense que Marc complétera après, une observation concernant le paragraphe sur le projet de loi de finances 2022 et ses conséquences sur les collectivités locales. Je ne reviens pas sur la baisse des attributions de compensation ni sur la disparition des conseils de territoire, on l'a fait, j'abrège. Par contre, donc on voit effectivement que ce projet de loi de finances, même s'il n'est pas placé sous le sceau de l'austérité,
C'est un projet de loi de finances de fin de quinquennat, on va dire. On voit bien qu'on arrive aux élections, mais nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes, les ennuis arriveront après. Toutefois, il impacte quand même les collectivités locales, et notamment avec la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation et sa suppression progressive. Le rapport nous dit que malgré la compensation de la perte de la taxe d'habitation avec la part départementale de la taxe du foncier bâti, cela représente pour la commune d'Aix un déficit de 11 millions d'euros, je crois. C'est ça. Donc nous le confirmons à Aix en partage, la réforme Macron de la taxe d'habitation est inepte et c'est une entrave à l'action publique locale. En effet, les collectivités qui en plus vont voir le retour de certaines compétences avec la réforme métropolitaine sont pénalisées financièrement de la perte de cette taxe d'habitation. Elles vont devoir récupérer ailleurs l'argent. Et le risque, c'est par exemple l'augmentation du foncier, du taux de la taxe foncière. C'est l'augmentation des taxes locales, comme les ordures ménagères. On a des exemples aussi, on crée de nouvelles taxes, comme le GEMAPI. On peut aussi augmenter le coût des accès aux infrastructures. Ce qu'il fallait faire, c'était réformer la taxe d'habitation pour la rendre plus juste, parce qu'effectivement, c'est une taxe très injuste. On pouvait augmenter la part du revenu pris en compte dans son calcul, parce que, mis à part les gens qui sont carrément indigents ou qui n'ont aucun revenu, ceux-là n'en payent pas. À partir du moment où on la paye, qu'on gagne 2 000 € par mois ou 50 000 € par mois, pour le même logement, on paye la même chose. Donc ça, il fallait le réformer. Et également, vous avez parlé de la révision des valeurs locatives cadastrales. Là encore, il y a carence de l'État, ça n'a pas été fait. Donc c'est ce qu'il fallait faire, la réformer dans le fond, mais en aucun cas, il ne fallait la supprimer au détriment des collectivités locales. J'ai fini. Nous sommes d'accord. Oui, Madame Dor, je suis assez d'accord avec votre remarque. La loi de finances que vous critiquez, je la critiquerai de la même façon. Je suis assez d'accord avec vous. C'est une loi de finances qui, là encore, pose des problèmes sur les finances de nos communes. C'est évoqué plusieurs fois aujourd'hui. C'est vraiment le cas. Ce qui est particulier dans les compensations fiscales, pour la taxe d'habitation, c'est que ces compensations sont des compensations statiques. C'est que quand on avait un impôt local, par exemple comme la taxe professionnelle ou comme la taxe d'habitation, eh bien en fonction de l'attractivité du territoire, du développement économique pour la taxe professionnelle, du nombre d'augmentation des foyers fiscaux pour la taxe d'habitation, on avait un dynamisme fiscal qui permettait de financer des politiques publiques locales importantes. Quand vous faites une compensation par l'État, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête au moment où vous supprimez l'impôt local et c'est statique, ça ne bouge plus. Ça bouge plus. On n'a plus de dynamique. La dynamique, elle est totalement arrêtée. Alors, quand la compensation est une compensation d'une particulier de fiscalité, par exemple, une part de la TVA, ça peut arriver. On peut retrouver là une dynamique, mais beaucoup plus conjoncturelle. Beaucoup plus, qui n'est pas lié aux politiques économiques locales que l'on pourrait mettre en place, mais qui est lié à des conjonctures nationales et parfois internationales qu'on ne contrôle plus, qui donne une instabilité accrue de la part des finances locales. Ça, c'est un vrai problème. Ça fait partie de ce qu'on dénonce quelques-uns, les uns et les autres, Marc l'a bien dit tout à l'heure, au fait que nos communes sont en situation fragilisée par le comportement de l'État et du gouvernement. Voilà. Je passe quand même un peu d'un groupe à l'autre. Peut-être on peut laisser terminer avec Soccer, je ne sais pas, non? Non. Si on m'autorise, je veux bien parler. Alors moi je ne vais pas lire, vous voyez, je ne lis jamais, vous avez remarqué. C'est plus agréable d'ailleurs pour tout le monde, quand on ne lit pas, et qu'on comprend surtout ce qu'on dit. Parce que je trouve le débat assez, hors sol. Alors d'abord, il est hors sol, je suis désolé Madame Bellet, parce que nous faire croire que les réformes de ce quinquennat en matière fiscale sont des réformes de justice sociale et d'égalité, ça, il fallait l'entendre. Le président des riches
le président qui a supprimé l'impôt sur la fortune, le président qui a introduit la flat tax à la manière de Mme Thatcher, et je pourrais continuer, n'est surtout pas le président des classes moyennes et des pauvres. Et deuxièmement, c'est une recette totalement libérale, là peut-être vous pourriez vous rejoindre, que de s'attaquer à l'impôt plutôt que de le réformer pour essayer de dégager un peu de pouvoir d'achat que les Français n'ont plus, au lieu d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC, d'augmenter les minima sociaux et de donner enfin un revenu universel à notre jeunesse. Ça, c'est une vraie opposition aux politiques qui sont pratiquées, pas ce que vous venez de dire, qui est de la poudre de perlimpinpin. Donc ça, c'était la première chose. Mais vous êtes la voix de votre maître, on va l'entendre encore ce soir, sans doute de la même manière, et donc on connaît par cœur les choses. Donc maintenant, moi, je voudrais venir à des choses un petit peu plus sérieuses sur effectivement ce débat d'orientation budgétaire, parce qu'on en a perdu un peu le fil de manière générale. Alors, là, je m'adressais à la majorité, à Gérard, à Madame le maire, pour dire quoi ? Vous êtes dans une politique qui est toujours la même. Essayez de garder votre valeur étendard et étalon, ne pas augmenter l'impôt direct à Aix-en-Provence, si je puis dire, et si je puis utiliser cette expression, quoi qu'il en coûte. Or, en fait, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les limites ont été atteintes, et ces limites sont atteintes parce qu'effectivement, l'environnement est de plus en plus défavorable, les recettes sont de plus en plus incertaines, pendant que les dépenses, elles, qu'elles vous soient imputables ou pas, sont de plus en plus lourdes. Il y a une inflation qui concerne les fluides, ça a été évoqué. Et il y a une inflation qui concerne la collecte des déchets, pour donner un autre exemple. Il va y avoir une inflation sur ce retour de compétences. Où seront les recettes ? On n'est pas du tout dans la compensation là, de l'État. Où seront les recettes ? On peut se le demander. Et encore une fois, dans un contexte aussi incertain, eh bien, votre politique qui consiste à surtout pas réfléchir à une évolution de nos recettes et de voir de quelle manière on pourrait trouver des solutions, vous empêche en fait d'avoir une véritable politique. Parce que là où je peux rejoindre certaines critiques, c'est que je trouve que dans ces orientations budgétaires, on voit mal quelle va être la politique de la ville dans un certain nombre de domaines pour les prochaines années. Et pourquoi on ne le voit pas ? Parce que, en fait, il y a une forme d'immobilisme chez vous dans ce domaine. Vous êtes acculé en partie à votre corps défendant, mais aussi, je l'ai dit, par votre politique. Et donc, votre politique de prudence devient de l'immobilisme. Et ce qui est important, selon moi, c'est derrière un débat d'orientation budgétaire, quelle va être la politique dans les prochaines années en matière d'investissement, notamment à Aix-en-Provence. Et là-dessus, je dois vous dire que je suis inquiet. Si on revient techniquement sur ce débat d'orientation budgétaire, je pense que vous êtes aussi très gêné par le lien, celui-là je le fais, avec la métropole et le budget de la métropole. On le vote demain. Il est prévu début février pour nous. Il y a un écart énorme et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les communes de la métropole et de leur calendrier. Si c'est le cas, c'est sans doute probablement le cas, alors ce n'est pas normal que la métropole vote demain son budget. Ça ne me semble pas normal en termes de sincérité budgétaire et d'efficacité. Alors ensuite, ce que je voulais également dire, c'est que la revalorisation des bases locatives, elle va arriver, parce que sinon, on ne peut vraiment plus faire face aux dépenses. Elle va être de 2%, de 3%, elle va arriver. Et donc, de toute façon, dans ce contexte-là, le citoyen aixois, qui ne fait pas bien la différence entre la part de la commune, la part de la métropole, la part du département, lui va constater une augmentation des impôts. Ce qu'on lui a retiré d'un côté, ce qu'on lui a octroyé d'un côté, entre guillemets, on va lui prendre de l'autre, mécaniquement, même si ça met un peu plus de temps que ce qu'apparemment on l'a exempté, donc notamment de la taxe d'habitation. Donc je pense que, effectivement, comme ma collègue Agnès Dor, c'était une très mauvaise mesure, comme la taxe professionnelle, sa suppression pure et simple, au lieu de réformer ces impôts qui étaient des impôts anciens,
important qui pouvait donner lieu à une réforme intelligente et juste fiscalement, on a fait de la démagogie et on a préféré supprimer. Mais en supprimant, évidemment, ça personne ne peut le contester. Et là, je rejoins effectivement ce qui a été dit, l'autonomie fiscale des communes n'est plus là et de moins en moins là, d'où le fait qu'en fait, toute politique indépendante de ce côté-là devient de plus en plus décisive, de plus en plus difficile. Pardon. Ensuite, moi, je ne vous reprocherai pas la dépense, puisque Gérard en a ri. Moi, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que vous ne préparez en rien l'avenir, vous n'investissez pas suffisamment, et peut-être faut-il voir du côté de la masse salariale ce qui serait à réformer, mais sûrement pas en diminuant le service public, comme me dirait mon collègue Pierre Spano, auprès des citoyens aixois. Et la question du GVT, j'ai eu à le traiter en tant que président d'université, ce n'est pas une mince affaire, ce ne sont pas des sommes négligeables, et c'est très, très, très difficile à mettre en place. Et je vais tout vous dire, l'autonomie des universités de Madame, comment elle s'appelle ? Madame Pécresse, pardon. L'autonomie des universités de Madame Pécresse, elle a en partie échoué, ou elle a trouvé ses limites sur cette question du GVT. Je l'avais traité à l'époque en tant que président d'université très difficilement. Donc je pense que c'est un piège pour vous. Regardez très attentivement de ce côté-là. Après, je termine simplement. Eh bien oui, vous avez de l'épargne, mais vous allez maintenant rogner sur cette épargne. Vous allez devoir emprunter. Donc même dans ce domaine, même si c'est objectif, il y a quand même encore une belle capacité de financement à Aix-en-Provence, on voit bien que petit à petit, là aussi, vous allez trouver des limites à la fois à votre politique et à un environnement qui vous contraint et qui, selon moi, va contraindre encore plus demain, selon qui sera à la tête de l'État après l'élection présidentielle, notamment si c'est à droite, toute droite confondue, si je puis dire, eh bien, je crains encore une désaffection, un retrait de l'État sur les questions les plus fondamentales qui touchent nos communes, comme le service public de proximité. Gérard. Oui, Marc, plusieurs choses. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la métropole n'aurait pas dû voter son budget maintenant. Pour les raisons que j'ai soulignées tout à l'heure, l'incertitude sur les recettes et l'évolution des dépenses est trop grande, beaucoup trop grande. Et donc, ça veut dire que le BP de la métropole va être un BP insincère, le terme est peut-être un peu trop fort, mais il va être peu probable. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas, le concept de sincérité, depuis que ce concept existe, ce n'est pas d'aujourd'hui. Tu avais un collègue qui s'appelait Loïc Philippe, qui était très féru là-dessus, et qui disait, mais c'est pas possible d'utiliser un terme psychologique comme ça pour un problème de chiffres budgétaires. Je partage, le terme de sincérité est difficile à employer. Cela dit, je voudrais... Tu dis à peu près la même chose que ce qu'a dit Madame Petel tout à l'heure sur l'évolution des recettes. Je voudrais bien vous faire comprendre là. C'est là où je diverge un peu avec toi là-dessus. Nous n'avons pas atteint les limites de la fiscalité. C'est pas vrai du tout. En ne modifiant pas les taux, on a quand même une augmentation des recettes. Et pas uniquement à cause de la revalorisation des bases cadastrales, mais par l'attractivité de la ville. La ville est attractive. Et donc, à taux constant, le nombre de foyers fiscaux augmente. La dynamique économique de la ville fait qu'il y a une valorisation de plus en plus importante et que ça se traduit dans les recettes fiscales. C'est ça le point important. C'est pour ça que je désapprouve, Marc, ce que tu dis sur l'immobilisme. Oui, on a un immobilisme des taux fiscaux, mais grâce à un dynamisme économique lié à l'attractivité de la ville. Enfin, ça... vous voulez dire, M. Bramoulet, que puisque vous construisez, notamment sur le plateau de Péricard, mais partout ailleurs, vous arrivez à augmenter les bases fiscales. Oui, effectivement, les Aixois, on va être contents ils sont contents de l'apprendre. Préférez peut-être une petite... Je ne sais pas si vous avez à l'esprit le nombre de rapports que nous avons à examiner. C'est fou, hein. Quand on a besoin de logements pour loger les Aixois, hein, c'est pour ça qu'on construit, pour faire des logements. Si vous voulez quelques logements sociaux, peut-être, ça serait bien. Ne mélangez pas tout, ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Centrons-nous un peu sur les rapports. Je pense que toi, tu peux comprendre, si d'autres ne comprennent pas.
Cet immobilisme, que tu dénonces, un immobilisme des taux de la fiscalité, mais pas du tout du dynamisme de la ville. Alors, je sais que c'est compliqué. Comment on peut augmenter les recettes fiscales sans augmenter les taux de fiscalité? Voilà, c'est une petite question basique qu'on traite en première année. Marc, c'est pas très compliqué. Voilà, il suffit de regarder l'évolution des bases physiques et des relations. Il suffit de regarder combien on construit de logements dans la ville. Voilà, comme ça, on sait combien de foyers fiscaux vont payer d'impôts supplémentaires. Non, mais là, Madame Medellé, je crois quand même qu'il faut un peu se contenir. Oui, juste, pas vraiment une observation, une demande, et il n'y a aucun piège dans ma demande ou ma question. J'aimerais qu'à un moment donné, on ait un débat sur cette école d'art à Aix-en-Provence. Qu'on ait un débat parce que la mairie est le principal financeur, de manière très, très substantielle. Et je voudrais savoir où se situe cette école aujourd'hui et quelle est son évolution. Alors, je sais que ma collègue, notamment Dominique Auger, s'en occupe. Enfin, on en a parlé une fois où on s'est croisés, mais un changement... Dominique en est présidente. Voilà, un changement de directeur ne fait pas tout. Je voudrais qu'on se pose des questions, pas simplement en disant « mais c'est bien cher hein. ». Non, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que cette école pour Aix-en-Provence? Dans quel paysage se situe-t-elle? Et notamment, je connais bien, Dominique aussi connaît bien, et Gérard connaît bien, en termes de paysage d'enseignement supérieur, parce que quand même, c'est un acteur important aussi de l'enseignement supérieur. Donc on peut se poser des questions sur le fait que la ville soit seule, un peu seule, on va le dire comme ça, en première ligne, et qu'il n'y ait pas d'autres acteurs plus impliqués peut-être. Peut-être que les directeurs précédents n'ont pas souhaité cette évolution, peut-être faut-il en discuter. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, en conseil municipal, parce que c'est une école importante pour nous, il y ait une vraie discussion sur ce sujet, à moins que vous trouviez que ce n'est pas un sujet. Je pense que c'est un sujet majeur, que l'école d'art d'Aix-en-Provence est un de nos fleurons, bien entendu, qu'elle est très reconnue au niveau international, qu'on la connaît un peu moins sur le plan local, et que c'est bien dommage, mais nous avons la chance d'avoir une école supérieure d'art, d'avoir l'ENSAM sur le territoire. Ce sont des fleurons très importants. Voilà. Si Dominique va en dire un mot. Oui, un mot rapidement, puisqu'en effet, il faudrait beaucoup de temps pour parler de 170 étudiants, de 5 années d'études, de 32 enseignants. Mais c'est en effet une école qui est tout à fait importante pour la ville, qui évolue beaucoup en ce moment. Par exemple, la semaine dernière, nous recevions à l'école d'art la vice-présidente d'AMU et le vice-président recherche, puisqu'il va y avoir des travaux conjoints entre le laboratoire de recherche de l'école d'art et plusieurs laboratoires de recherche d'AMU. Voilà, une école qui évolue. La recherche est nouveau dans les écoles d'art et Aix est pionnier en ce domaine. Donc ça, c'est un point tout à fait important. Elle évolue aussi beaucoup parce que cette école essaie d'être plus visible pour les Aixois. Pour être plus visible pour les Aixois, il faut qu'elle ouvre ses portes plus souvent. C'est ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire. Et il faut qu'elle expose en dehors d'elle-même. Donc il y a un tissu de partenariat qui est pratiquement finalisé avec un bon nombre de galeries aixoises pour que les étudiants et les enseignants de cette école, qui sont des artistes, puissent présenter leurs travaux aux Aixois. Voilà, il va y avoir une nouvelle direction. On met beaucoup d'espoir aussi sur cette nouvelle équipe de direction. Changer d'équipe, c'est toujours un nouveau souffle. Donc, on va voir comment les choses vont s'orienter. Aix a une caractéristique. Elle fait partie d'un réseau qui est le réseau des écoles du Sud. Il y a 6 écoles d'art, plus une école sur le territoire français, plus une 7e qui est à Monaco. Donc un réseau de 7 écoles. Elles ont chacune une identité. Arles, par exemple, la photographie, bien sûr, connue nationalement. Mais Aix a comme caractéristique d'être très reconnue dans le domaine de l'art numérique. Et c'est une identité qu'on espère pouvoir renforcer et clairement identifier.
Il y a aujourd'hui plusieurs enseignants qui sont tout à fait reconnus dans le monde du mapping, par exemple, ou dans le monde du gaming, voilà, qui sont des sujets importants. Alors maintenant, et je conclurai avec ça, d'autres financeurs, mais oui, bien sûr, et quand l'État vient avec 200 000 € pour faire fonctionner une école d'art, et que la ville met 2,7 millions d'euros, j'aimerais évidemment que les équilibres soient inversés. Si je peux être entendue aujourd'hui, ce sera avec plaisir. Merci, Madame le maire. Avec une grande joie. Merci, Dominique. Encore un mot, après je termine. Bon, d'abord, Dominique, ne me demande pas à moi de demander auprès de l'État. Je pense que ça ne marchera pas. Actuellement en tout cas. Voilà. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, je suis un universitaire, je n'ai pas du tout envie de plaider pour ce qu'on appelle l'endogamie. Mais cette école, combien d'étudiants ex-soi? Combien également d'étudiants qui, sortant de l'école, s'insèrent dans l'économie, le milieu ambiant au sens large du territoire? C'est une question, je pense, aussi importante. Bien sûr, elle a une vocation nationale, régionale, peut-être plus internationale, mais tout de même, vu le niveau d'investissement de l'État, ce sont des questions de l'État, pardon, lapsus. De la ville. Voilà, de la ville, ce sont des questions légitimes qu'on est en droit également de se poser, surtout que, effectivement, on a une ville, un territoire qui, en matière de numérique, fait beaucoup de choses, donc il pourrait y avoir là un lien peut-être plus fort demain dans ces domaines. Voilà. Ah ben, si M. Pénat ne souhaite plus la parole... J'ai été perturbé, je suis désolé. C'est-à-dire, votre discussion sur l'inflation et l'INSEE ou pas l'INSEE m'ennuyait profondément. Non, je plaisante. Non, juste une remarque sur ce que vous venez de dire, Madame le maire, je veux qu'on entende bien. Bon, je sais bien que votre majorité est d'accord, ce n'est pas mon cas, que les journalistes aussi entendent. Vous préférez faire payer l'usager, même modérément, que le contribuable de manière générale. C'est une totale injustice fiscale, mais vous pouvez l'assumer. C'est pas du tout une injustice fiscale. Il y a ceux qui choisissent d'user d'un service et les autres non. Sachant encore une fois que le propos est très modéré eu égard à toutes les aides qui existent et à ta vérification très basse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'aide, c'est une réalité, ça serait malhonnête de ma part. Mais, rien n'est blanc et noir. Mais on pourrait concevoir d'avoir tout est dans la nuance. Une solidarité fiscale et une base beaucoup plus large concernant tout contribuable et qui contribuerait à ces services publics pour tout usager. Ça ne veut pas dire que tout doit être gratuit, mais il pourrait y avoir un équilibre et une autre proportion. C'est tout ce que je voulais dire. On essaye déjà de faire en sorte que beaucoup de choses le soient ou soient à des tarifs très faibles. Mais pas de cette manière-là. Bon, en fait, voilà. C'est un débat que nous avons, on n'est pas d'accord. Oui, tout à fait, c'est un débat que nous avons. Juste une remarque, je comprends bien cette logique, que ce soit votre majorité qui se retrouve dans tous ces conseils, mais pour un certain nombre d'entre eux, je trouve ça dommage. Je parle de conseils où il pourrait ne pas y avoir de hiatus entre une représentation plus large du conseil municipal et la politique générale de la ville. Par exemple, à la fac des sciences, je ne suis pas sûr que nous puissions avoir un débat politique qui fait que vous devez obligatoirement avoir des gens de votre majorité. Si je prends quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'ai beaucoup participé à la perspective scientifique de cette fondation, la fondation du Camp des Milles a un tel symbole pour notre territoire, encore plus, si je puis me permettre, dans les temps difficiles qui sont nôtres aujourd'hui, que on pourrait envisager, on aurait pu envisager que vous proposiez à d'autres que votre majorité de... Mais ça a été le cas. Les candidatures devaient être déposées 48 heures avant le conseil municipal. Non, bien sûr, mais vous ne me comprenez pas, Madame le maire. On n'a pas déposé parce qu'on savait que ça serait les gens de votre majorité. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu éventuellement essayer de discuter avec Aix au Cœur ou Aix en Partage pour avoir parfois, dans certains domaines où c'est possible, pas quand il s'agit de quelque chose de très politique, où évidemment on doit être fidèle à votre majorité, à ce moment-là vous n'allez pas me désigner par exemple, bien sûr, mais dans des domaines un peu différents, l'université, le Camp des Milles, c'est deux exemples qui me viennent, il peut y en avoir d'autres, où on peut avoir une ouverture, ça indiquerait peut-être un changement aussi
de perspective dans ce conseil municipal, une manière d'ouvrir un petit peu différemment les choses dans un certain nombre de villes, quelles que soient les majorités, de droite, de gauche. Il y a des ouvertures de ce type qui se font en concertation entre les groupes, parfois, pas à tous les endroits, mais dans un certain nombre de communes. Donc je vous le dis, peut-être pour l'avenir. Mais je l'entends, Monsieur Pénard. Simplement, vous êtes quand même relativement partout. Il ne faut pas dire non plus que vous soyez exclu des diverses... Non, quand je parle de vous, je parle de l'opposition. Que l'opposition soit exclue, surtout évidemment, des différentes commissions et autres, quoi. Sincèrement. C'est pas ma tasse de thé, je suis partout. C'est pas quoi? C'est pas ma tasse de thé, je suis partout. Ça rappelle quelque chose, je suis partout. C'est pas la mienne non plus, Monsieur Pénard. Non, j'ai jamais dit ça. Non, et puis encore une fois, s'il y avait eu des candidatures 48 heures avant, on aurait pu peut-être discuter, mais là, il n'y en a pas eu. Non, mais on n'a pas été contacté non plus. C'est un débat que je pose de manière générale, parce que si c'est ouvert, je suis sûr qu'il pourrait y avoir une candidature d'Aix-au-Cœur ou d'Aix-en-Partage. Encore une fois, dans des domaines où on peut avoir un total accord politique. J'espère que, par exemple, sur le camp d'Émile, on aurait un total accord politique. Voilà. Évidemment. Agnès Dor pour Aix-en-Partage et Madame Scandolera. Sur la 0215, la dérogation au repos dominical pour les commerces alimentaires, nous allons voter contre cette délibération et vous demander éventuellement de pouvoir revoir le dossier et nous allons vous expliquer pourquoi. C'est à nouveau une loi Macron qui a étendu le nombre de dimanches pouvant être travaillés jusqu'à 12 par an. Avant, c'était 5. Et avant, c'était encore mieux, il y avait la loi Sarien 1906 sur le repos dominical. Bon, nous allons voter contre parce que d'abord, nous pensons que cela ne favorisera pas le commerce de proximité, de quartier et du centre-ville, mais bel et bien les grandes enseignes et les centres commerciaux hors du centre-ville. Nous vous rappelons dans ce dossier que c'est le maire qui a le pouvoir de décision et qu'il n'est pas obligé d'accorder les 12. Par exemple, la ville de Lyon en autorise 7, et c'est déjà pas mal. Alors, ce qui nous anime à Aix-en-Partage dans notre vote contre cette délibération, c'est d'une part, nous l'avons dit, que ça favorisera les grandes enseignes et non pas les petits commerces de quartier ou du centre, mais également, c'est la protection des salariés des grandes enseignes. Au bout d'1 an et demi de crise Covid, ils sont épuisés. Je vous invite éventuellement à les rencontrer, mais vous l'avez peut-être déjà fait, ils témoigneront. Alors certes, il y a des volontaires pour travailler les dimanches, mais cela pointe la précarité des salaires et des contrats dans la grande distribution et dans le commerce en général, où là, finalement, ce n'est plus par choix qu'on fait des heures sup et qu'on travaille le dimanche, mais c'est une obligation. Et puis, dans une grande enseigne dont nous tairons le nom pour ne pas lui faire de la pub, actuellement, on impose quasiment les heures sup parce qu'en fait, ils ne trouvent pas suffisamment de personnel intéressé et donc ils en sont quasiment à l'imposer. Donc, OK, il y a eu concertation avec les représentants des grandes enseignes, mais je crois que sur 16 enseignes, seulement 6 ont répondu. Et donc, dans cette configuration, nous allons voter contre. Et pour la protection des salariés et pour le commerce de proximité de centre-ville et des quartiers, nous vous demandons de ne pas voter les 12 jours. Je dirais que la consultation est faite et dans le même temps, nous sommes quand même dans une année difficile où on sort de la pandémie, où les gens ont besoin de travailler. J'avoue que je suis peut-être un peu plus modérée d'ordinaire sur ce type de considération, même si je pense que c'est important pour les commerçants de pouvoir travailler le dimanche. Je n'ignore pas effectivement le risque que peuvent susciter les grandes enseignes par rapport au commerce de proximité, loin de là. Mais dans le même temps, il est très important pour nos commerces de centre-ville de pouvoir aussi ouvrir le dimanche. Mais je ne suis pas sûre que ce sont les commerces alimentaires du centre-ville qui vont ouvrir. Et je sais que l'an dernier, lors du premier confinement, la municipalité a réduit l'horaire d'ouverture des grandes enseignes type Carrefour à 19h30 au lieu de 22h. C'était la municipalité qui avait pris la décision pour ne pas défavoriser les commerces du centre-ville au moment du premier confinement. Je confirme. J'avais même eu une discussion avec M. Dijon à ce sujet. Exactement. S'il s'en souvient. Mais c'était un arrêté préfectoral, ça. Il avait agi, selon moi, dans le bon sens, d'ailleurs.
C'était un arrêté préfectoral. Ah, je crois qu'il y avait une décision municipale, sauf erreur de ma part. Parce les que horaires on a toute des magasins, latitude sur ces dossiers quand même. On était, Madame le maire, Préfectoral, oui. Et Michael Zadoun me le confirme. C'était préfectoral. Bon, autant pour moi. Que la municipalité s'en soit félicitée, sûrement. Oui, enfin, il y avait eu quelque chose parce que ça avait été présenté en conseil municipal, il me semble. C'était les conseils municipaux restreints, vous savez, au moment du... Voilà. Oui, mais Madame le maire, c'est parce qu'il y avait eu, et là je vais rendre hommage à votre municipalité, c'est parce que vous aviez agi en ce sens et qu'il y avait des grandes tensions parmi les salariés de Carrefour que l'arrêté était venu à cet horaire de 19h30 et non pas de 22h. Madame le maire. Je crois qu'il n'était pas sur Aix. Madame le maire, si vous permettez, c'est effectivement au moment de la gestion de crise Covid, c'est Madame le maire qui avait écrit au préfet. On avait un accord, ce qui était assez historique, effectivement les syndicats des salariés et les directions des différentes surfaces commerciales de la ville d'Aix-en-Provence qui nous demandaient, il y avait un accord commun pour aller dans ce sens, puisqu'il y avait quand même, à l'époque, il faut se rappeler, absolument pas de masque, absolument pas de moyens de protéger les salariés sur les premiers mois de la crise Covid. Et il y avait un accord et un véritable consensus entre les syndicats, les équipes, les salariés et même les directions de certaines surfaces commerciales. Mais ça correspondait quand même à des conditions bien spécifiques. Qui étaient extrêmes, qui étaient très spécifiques. Et effectivement, c'était le maire d'Aix qui avait sollicité le préfet pour cet arrêté. Il y avait une décision qui avait été prise en ce sens, effectivement. Mais c'était des conditions vraiment de crise et de début de crise. Certes, mais c'est possible. Du coup, c'est possible. Mais là, il y a vraiment une demande. Il y a vraiment une demande pour les gens de pouvoir travailler le dimanche, de pouvoir ouvrir. Et sincèrement, quand ils peuvent ouvrir le dimanche, les commerces de centre-ville sont ouverts. Alors, la première question portera sur l'aménagement concernant le stade Carcassonne. Donc, il y aura une série de questions et puis après des explications de vote. La première question, c'est que le stade Carcassonne, si j'ai bien compris, donc vous faites une forme de plaine sportive, si on pourrait le résumer comme ça, et puis vous y mettez un équipement du SDIS qui va faire qu'il y aura une caserne des pompiers, et puis il y a un petit bout de logement, puisque si j'ai bien compris, il y aura une maison de retraite avec une cinquantaine d'habitations au sud. Ma première question était celle des déplacements. En fait, les riverains sont très inquiets de ce quartier puisqu'on y construit fortement, notamment le long de la traverse du RICM ou de l'autre côté, du côté de Gambetta. Lorsque vous avez fait les projets sur le SDIS avec le département, je crois que c'était autour de 2003 ou de 2004 que ça s'est fait, même si la vente n'a pas été faite tout de suite. Vous nous aviez dit la dernière fois que la vente a été assez longue à se faire avec le SDIS. Est-ce que des études de transport ont été faites de manière à voir les flux de circulation sur cet endroit? La traverse du RICM, elle est globalement bloquée de 16h à 18h fortement. Quant au cours Gambetta, c'est encore pire. Donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'imaginer qu'une caserne des pompiers va se mettre à cet endroit-là, même si j'ai compris que je crois que c'est une petite caserne des pompiers. Mais est-ce que vous avez fait une enquête de circulation pour cet endroit-là et le flux supplémentaire qui va être engendré par cet équipement? La deuxième question, c'était une question sur Alors c'est vrai que vous aviez fait le choix dans le PLU précédent avec M. Gallez de ne pas définir les zones sportives à l'intérieur du PLU. Alors j'espère que dans le PLUI, ce sera modifié. Vous introduirez enfin des zones sportives qui feront qu'on ne peut pas mettre des petits bouts d'équipement comme ça et qu'on ne se retrouve pas avec des histoires comme le Krebs où on refuse. Enfin, peut-être que vous nous direz d'ailleurs où on en est sur le Krebs, c'est une autre question. Mais du coup, il y a un peu d'urbanisation avec une maison de retraite. Bon, ça générera quand même un peu de trafic. Il n'est pas du tout sûr qu'il y ait une maison de retraite à cet endroit-là. Il y a des études entre la réhabilitation du Sans Souci ou effectivement son implantation à cet endroit-là, parce que se pose tout de même la réhabilitation du bâtiment, qui est quand même assez lourde, mais aussi la problématique des résidents, qui effectivement sortent beaucoup plus facilement dans le centre-ville du Sans Souci que du stade Carcassonne, que du site Carcassonne. Alors, du coup, effectivement, ça faisait partie de la deuxième question, qui était finalement la liaison entre cette maison de retraite future, mais si elle n'y est pas, ça pose une autre question.
La troisième question, c'était la circulation à l'intérieur de cette plaine sportive. En fait, on a compris que vous alliez faire un équipement cyclable le long du cimetière, si j'en crois les cartes. Mais en fait, c'est pas très clair sur comment on va circuler dans cette zone. Est-ce qu'on va pouvoir y circuler de manière piétonne, de manière vélo? Et quelle va être la liaison entre cette plaine sportive et en fait la Torse ou le parc de la Torse? Là, il y a un endroit où il y a des équipements qui sont des escaliers, bon, et puis il y a un petit passage, mais est-ce qu'il y a une liaison qui est prévue avec la Torse? Est-ce qu'il y a une circulation avec les vélos qui est prévue avec la Torse à l'intérieur de cette plaine sportive? Et pour finir ma question, est-ce que vous avez consulté, puisque vous nous avez dit que vous étiez très soucieuse de démocratie locale et qu'on aurait bientôt des conseils de quartier, est-ce que vous avez consulté les associations de riverains? Est-ce que vous leur avez présenté le projet? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Il y a des questions sensibles sur la fête foraine, que je sais très sensible pour les gens autour des CIQ de la tour des Gosies, mais il y a d'autres CIQ. Est-ce que vous avez leur accord de ce projet? Est-ce que vous en avez discuté avec eux? Parce que c'est quand même assez important, c'est un gros, c'est 15 hectares quand même. Donc ça serait bien qu'il y ait eu une concertation locale. Merci à vous. Oui, Cyril, pour ces deux rapports, là, le 401 et le 402 concernant Carcassonne, l'aménagement de coin, bien sûr que les études avaient été faites. Les études, ce qui est présenté aujourd'hui, c'est l'approbation d'un programme prévisionnel qui s'est appuyé sur les études qui étaient préalables. Alors, quand la dernière enquête transport... Je vais essayer de répondre à ta question pour savoir le détail des études. Thierry, qui est présent, peut nous aider à répondre, mais bien sûr qu'on est sensible au schéma de circulation qui va être là, surtout... quand on veut conserver, comme tu le sais, la fête foraine qui est là. Donc ça amène ça. Ce que je voudrais souligner dans ces rapports, c'est que c'est une opération qui est quand même lourde, avec beaucoup de financement derrière. Hein, comme tu vois dans le rapport, l'enveloppe, elle dépasse les 13 millions d'euros. Hein, c'est une enveloppe importante. Je peux vous dire pourquoi c'est cher, parce qu'on souhaite bien que les aménagements, en particulier de voirie, c'est ça qui t'intéresse dessus, soit vraiment correct, correspondant à la situation. Hein. Dans le deuxième rapport, le 402, tu as une précision qui est apportée sur le schéma prévisionnel, qui est le fait que on voudrait, hein, sur cette opération prévisionnelle, confier un mandat d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'il y en a des contraintes de délai dans cette opération-là qui sont très importantes, liées au stade. On a l'accueil d'équipes de rugby pour la préparation de Coupe du Monde bientôt, en août 23. Donc il faut que ce soit fait à la fois vite et bien. Hein. Et puis il va y avoir aussi des équipes d'athlétisme qui vont être présentes pour les JO de Paris, dans la préparation des JO de Paris 2024. En 2023, il va y avoir des équipes qui vont venir s'entraîner. Voilà ce que je peux compléter sur ta demande. L'enveloppe financière importante, à mon avis, est en grande partie liée aux soucis que tu soulèves dessus. Mais Thierry, si tu veux bien donner un peu plus de détails sur les études et en particulier les consultations, hein, qui ont pu être faites dans le secteur. Hein. Alors, je resterai juste sur le plan technique par rapport à la question de M. Dimeo sur la liaison entre l'avenue, la plaine sportive et le parc urbain. Oui, évidemment, il y a des liaisons piétonnes et cycles à l'intérieur de la plaine sportive par l'intermédiaire de ce qu'on a appelé le parc derrière les vestiaires. Donc cette connexion-là a été faite. Dans le cadre du permis de construire du SDIS, évidemment, les études de circulation ont été faites par le département sur le sujet et l'implantation a démontré, enfin, du moins pour le conseil départemental, qu'il n'y aurait pas de difficulté. En ce qui concerne par contre la concertation avec les associations, je pense que probablement Éric Chevalier est plus à même que moi de répondre.
Madame le maire, oui, sur la concertation, le CIQ, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul CIQ dans le secteur, c'est le CIQ Cézanne-Torse, puisque le CIQ Saint-Pierre est en train de faire un rapprochement avec le CIQ Cézanne-Torse, parce qu'ils sont un petit peu, disons, trop petits. Et en fait, ils ont été reçus par la SPLA. Ils ont fait part de leurs préoccupations, qui sont sur 2 axes principaux, le stationnement et la circulation. Concernant la circulation, on parle souvent du RICM, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le RICM, c'est la circulation unique pour aller rejoindre Saint-Marc et Vauvenargues. Donc vous n'avez pas d'autres axes concernant Saint-Marc et Jaume-Garde. Et je ne vais pas faire une redite sur ce que je dis depuis longtemps. Je pense qu'il faut impérativement que des liaisons interurbaines en transport en commun soient mentionnées. Et sur le fait des transports aussi, c'est vrai que le CIQ avait une volonté par rapport au stationnement, de vouloir beaucoup de stationnement. Mais je pense qu'il faut arriver à combiner à la fois le stationnement et les transports en commun. Je confirme aussi ce que dit Thierry sur les liaisons. On n'est pas ignorant, et je pense que vous ne l'êtes pas, sur le parc naturel urbain, qui a vocation à faire un cheminement plus agréable pour les résidents des quartiers Est. Donc de fait, il y a le parc de la Torse qui est en contrebas, il y a le cheminement qui a existé, il y a une traversée qui va se faire soit vers l'avenue des Déportés, soit vers l'avenue, on va dire, du boulevard des Poilus. Et comme j'en ai déjà parlé avec Madame le maire, je pense qu'après, il y a un axe important, c'est le travail qui peut être fait sur le boulevard des Poilus. Parce qu'en fait, ça permettra ainsi de rejoindre en mode actif aussi le centre-ville. Et ça peut être aussi un pôle d'attraction entre les événements sportifs qui se feront sur ce site, le cadre magnifique d'environnement qu'il y a autour du parc, et disons, d'apporter une dynamique complémentaire au centre-ville commerçant. Et le cheminement, il y aura effectivement c'est un cheminement piéton et à vélo aussi. Donc ça veut dire que le CIQ a été consulté, vous leur avez présenté le projet. À ce stade, je suis respectueux du conseil municipal, donc je leur ai indiqué par mail que le dossier, le schéma directeur, parce qu'en fait on parle bien de schéma directeur qui permet d'adosser un financement, sauf erreur de ma part, ils ont une fiche de financement. Donc à l'issue du conseil municipal, je leur présenterai le schéma directeur tel que vous l'avez vu aujourd'hui, puisque pour ma part, je considère c'est un peu dommage de ne pas les associer. Mais ils ont été écoutés, comme je vous l'ai indiqué, ils ont été entendus. Et puis on ne peut pas consulter les gens si on n'a pas déjà un schéma. Oui, mais en fait, véritablement. La question que vous posez est une autre question, mais c'était sur la 4.2 que je souhaitais intervenir. C'est que la délégation à la SPLA, elle pose un problème, en fait. J'ai compris qu'il fallait aller vite, fort, bien, mais le problème, c'est que ça nous dessaisit de la possibilité d'évaluer le dossier. Moi, quand je vous pose des questions, c'est parce que c'est pas clair, votre schéma. Enfin, si je vous pose des questions, c'est parce que je ne vois pas s'il y a des pistes cyclables à l'intérieur de la plaine sportive. Vous me dites qu'il y en a. Je prends acte, super. Vous me dites qu'il y aura une liaison cyclable entre la plaine sportive et la Torse, magnifique. Je prends acte et quand ça sera fait, j'irai voir et je serai très content. Donc, mais c'est pas présent dans ce qu'on voit dans le document. Quand on le lit, c'est pas ça qui apparaît. Et vous me dites qu'il y a des études de trafic. Bon, c'est pas vous qui me le dites, c'est la SPLA, puisque c'est eux qui répondent plutôt que vous. Mais du coup, je vais vous les demander. Est-ce qu'il est possible que vous nous fournissiez ces études sur le trafic sur ce quartier? Les gens du quartier sont très curieux, ils attendent ça, ils l'ont fait. Donc moi, je serais aussi curieux que vous nous donniez ces enquêtes, puisqu'il y a eu des enquêtes de circulation pour le prochain conseil municipal. Comme ça, on pourra valider, discuter de ça. C'est des questions de précision. C'est le département qui les a faites, c'est ce que me disait Service. La suite de mon intervention, c'est sur ma relative inquiétude à voir la dépossession de la ville pour des budgets aussi importants, 13 millions d'euros à la SPLA. Et je suis moyennement convaincu de la nécessité de concession et de cette façon de faire, parce que ça ne vous soumet pas à la concurrence et encore moins à la concertation locale. Donc je pense que nous allons nous abstenir, pas pour le projet. Le projet, globalement, il n'est pas si mal que ça, même si on comprend que ça navigue, parce que c'est vrai qu'au départ, je crois qu'il y avait 100 logements sociaux. Après, maintenant, il y avait une maison de retraite, elle n'y est peut-être plus. Enfin,
Donc du coup, on ne sait pas tout à fait pourquoi on vote, mais bon. Il y a tout l'aménagement sportif, l'aménagement sur les stationnements, sur la fête foraine. Je croyais dans ce qui avait été évoqué. Gérard souhaite vous répondre, Cyril. Dans la version précédente, j'avais cru comprendre qu'il y avait une centaine de logements sociaux. Là, en le disant, j'avais cru comprendre qu'il y avait 50 places en maison de retraite, et vous nous dites que c'est peut-être... Voilà, donc c'est pas... Sur la localisation, qu'effectivement, il y a encore des incertitudes. Cyril, je comprends tes interrogations, mais je voudrais quand même te dire que ce n'est pas du tout le dessaisement de la ville quand tu confies quelque chose, une réalisation, un mandat ou une opération d'aménagement à la SPLA. Je te rappelle au moins deux choses. La première chose, c'est que la SPLA est une société publique qui est détenue totalement par la ville. Totalement, c'est la ville. La SPLA, c'est la ville. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mode de travail de la SPLA se fait à travers la mise en place de comités techniques dans lesquels sont associés tous les services techniques de la ville avec les équipes de la SPLA. Et en plus des comités techniques, il y a un comité, un COPIL, de pilotage de l'opération, dans lequel tu as tous les élus concernés, ceux qui sont intervenus à l'occasion de cette opération-là, ils seront présents et on peut présenter au conseil municipal, au moment des points d'étape, exactement ce qui se passe. Franchement, c'est pas. Je sais que tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne, la SPLA. C'est une opération, une structure qui a été mise en place à l'époque où Jean-Louis Vincent était le directeur de la CEMEPA, ce qui permettait d'utiliser ce que la législation européenne nous permettait d'avoir, c'est-à-dire des sociétés qui soient, suivant le vocabulaire, in-house. Hein. In-house, ça veut dire dans la maison. C'est vraiment quelque chose qui est... franchement, c'est ça que je veux te dire. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui est extérieur à la ville. Hein. C'est complètement dedans. Voilà ce que je... Lorsque le SDIS s'est implanté, et je crois que c'est 2004-2005, me semble-t-il, que s'est fait le début de l'opération, les choses ont légèrement changé, c'est-à-dire que le tribunal était venu, le parking Rambaud a été transformé en résidence, le RICM a été massivement construit. Donc si vous nous dites que la SPLA a fait une enquête sur la circulation, vous allez nous la fournir et on verra apparaître cette question du tribunal. Si vous êtes sincère, il n'y a pas de souci, nous aurons dans les 2 jours dans notre boîte aux lettres cette enquête et on sera rassuré sur le fait que la question du tribunal a été prise en compte dans ces flux de circulation et ouf, les choses se dégonfleront. Donc vous nous donnerez l'enquête et la date de l'enquête et il n'y aura pas de souci. Je pense qu'on peut, du coup, on attend avec impatience. Nous vous donnerons les enquêtes du département et effectivement les consultations qui ont déjà été faites. Monsieur Klein, c'est une autre question, je crois. Deuxième point. Aix-en-Partage est vraiment très maltraité, franchement. Monsieur Pénard, permettez-moi de terminer un instant et je serai vraiment très court. Nous parlions tout à l'heure de plan vélo, de développement durable, etc. Je n'ai pas trouvé dans l'intégralité de ce rapport le moindre parking à vélo dans ce futur complexe Carcassonne qui permette à des dizaines, voire à des centaines de gens de venir soit assister aux manifestations sportives, soit pratiquer un sport et être assuré d'avoir un parking vélo. Donc, je ne sais pas où ça a été vu. Si ça a été vu, en tout cas, ça n'apparaît pas ni sur les plans, ni dans les écrits que j'ai lus de A à Z 3 fois. Vous noterez que le ministère de la Justice l'a aussi oublié pour son équipement, mais ça doit être à cause du risque terroriste, j'imagine. Monsieur Gérard. Monsieur Dijon, si vraiment, ça c'est le genre de réflexion que vous auriez dû faire quand on était ensemble en réunion avec Monsieur le Président du tribunal, le procureur, etc. Le débat s'est porté sur les 2 roues Le débat s'est porté sur tout. Le débat s'est porté sur tout. Gérard Bramoulet. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit à Cyril, j'ai expliqué comment ça fonctionnait la SPLA. Maintenant, je suis obligé d'expliquer à Philippe Klein qu'il y a une différence entre le maître d'œuvre et puis le maître d'ouvrage. Parce que l'intervention de la SPLA là-dessus, c'est pas du tout une maîtrise d'œuvre. Hein, la reproche qui est faite, c'est pas ça du tout. Hein. La SPLA va intervenir comme maîtrise d'ouvrage déléguée. Hein. Et donc les remarques qui ont été faites à l'encontre de la SPLA, c'était pour un maîtrise d'œuvre. C'est pas le cas. Hein.
Alors, tout d'abord, une question à Madame Bontou. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, le 0415. La convention de mise à disposition, elle est partielle ou totale? Je veux dire par là, ça concerne qu'une partie ou la totalité? C'est une question importante parce que les informations que j'avais, c'était qu'il s'agissait de la totalité. Or, vous avez parlé, à moins que j'ai mal compris, de mise à disposition partielle. Je voudrais avoir... Non, c'est la totalité. C'est la totalité, excusez-nous. D'accord. Peut-être que j'ai mal entendu alors. Non, c'est la totalité du bâtiment ou au Resto du Cœur. D'accord. Bon, mais alors nous sommes rassurés, c'était le premier point. Alors ensuite, sur cette discussion-là, le tribunal, les places de stationnement, bon d'abord, bien sûr, je vais dire quelque chose de général, mais quand j'étais en responsabilité à l'université, c'était une question récurrente. On attendait à Aix une cité judiciaire. On n'a pas de cité judiciaire, donc on a des petits bouts, de petits bouts, de petits bouts. Les responsabilités sont partagées entre l'État et la ville. On aurait pu avoir de tout autre projet à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, les choses ne seront jamais, selon moi, satisfaisantes. Et sur la question du tribunal en centre-ville, moi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'attends avec impatience, effectivement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure pour le vélo, un plan de circulation d'ensemble pour voir comment, à partir des contraintes qui sont les nôtres, nous pouvons régler un certain nombre de problèmes. Donc, si au mois de janvier, ce plan de circulation, vous le présentez, peut-être que nous aurons quelques éléments qui nous permettront de voir comment on peut décongestionner notre centre-ville et aussi ses alentours. Voilà. Et puis, une dernière remarque qui n'a rien à voir, mais je voulais le faire tout à l'heure, je l'ai oublié, mais comme on parle du tribunal, je le fais. Je voudrais juste dire un mot pour exprimer notre solidarité totale avec les manifestations et les mouvements qui ont eu lieu aujourd'hui dans le monde de la justice. Nous sommes une ville de justice, nous sommes une ville de droit, nous sommes une ville universitaire. Nous y avons, vous le savez, une cour d'appel extrêmement importante. De très nombreux magistrats aixois sont à Paris aujourd'hui pour manifester. Ce n'est pas dans leur habitude. Il y a le personnel de justice de manière générale. Philippe, il y a des avocats qui se sont déclarés tout à fait solidaires de ce mouvement. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour eux. Pourquoi ? Parce que lorsque la justice se met en route de cette manière-là, c'est quelque chose qui doit nous interroger très profondément. On avait fait grande publicité à la... Madame Pétel, Pas vrai. Oh, non, je voulais pas couper tout à l'heure. Hein. Vous comportez comme... Ça avait duré un quart d'heure. On pourrait parler des affaires municipales, en fait. Allez. Marc Pénat, si vous pouvez terminer un peu rapidement. Moi, j'attends pas fébrilement d'écouter tout à l'heure le farceur qui va nous parler. Donc, je continue. Il se trouve donc qu'il y a des magistrats totalement imbéciles pour faire une tribune dans Le Monde, qu'il y a une très grande majorité de magistrats qui ont approuvé ce texte, qu'il y a des témoignages... Je crois qu'il faut que tu changes de groupe, que tu ailles avec la majorité. Qu'il y a des témoignages de tous les côtés des magistrats pour dire leurs conditions de travail, pour dire leur souffrance au travail, la manière dont ils rendent la justice, à l'abattage, en direct, en leur demandant des choses impossibles, au moment où on a une judiciarisation... On va décompter votre temps de parole dans le temps de Valérie Pécresse, Madame le maire, c'est pas possible, ça. Non, mais... Ça relève de... Enfin bon, je préfère... Vous n'êtes pas dans l'hémicycle, hein. Alors, je termine. Surtout rapidement, très rapidement. S'il vous plaît, Madame Pétel. Madame Pétel, ça vous gêne parce que j'attaque encore le gouvernement. Ce qui me gêne, c'est qu'on parle pas Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est que vous dialoguiez de cette manière-là. Mais moi, je ne dialogue pas, j'essaie de parler. Voilà. Donc, tu termines ton propos, mais va vite. Je termine mon propos. Vite. Il était général. Vous n'avez pas la parole, Madame Pétel. De tout citoyen ici qui peut avoir affaire à la justice. Notre justice est en très mauvais état. Les magistrats et les personnels de justice demandent de la reconnaissance et de la dignité. Ils n'en ont pas depuis des années, Madame Pétel. Ce n'est pas que le gouvernement mais Macron. maintenant peut-être qu'on va un peu stopper. Mais je termine. Voilà. Moi, je voulais avoir un mot pour ces magistrats aujourd'hui parce que derrière, c'est un service public de la justice qui est atteint pour tout justiciable. C'est l'état de droit qui peut être atteint également. Et dans les temps actuels qui sont les nôtres, je voulais simplement dire que dans une ville comme Aix, où je connais de nombreux magistrats qui aujourd'hui sont à Paris, ils ne manifestent pas
habituellement. C'est un indice très fort d'une crise dont on parle moins souvent, mais qui va venir, vous allez le voir, de plus en plus sur le devant de la scène. Et de ma part, il n'y a aucune récupération politique. C'est simplement donner une réalité de notre pays aujourd'hui sur un point fondamental qui est le fonctionnement de sa justice. C'était tout. Je dois dire que je partage beaucoup. Après, c'est pas tout à fait le lieu, mais je partage beaucoup et c'est pas la première fois que la justice sort manifester. La dernière réforme qui avait été menée par l'ancienne garde des Sceaux avait donné lieu aussi à des grèves de l'ensemble des syndicats de la magistrature, des avocats, et elle est très problématique cette réforme parce qu'elle a mis en place une justice expéditive, où il n'y a quasiment plus de juridiction collégiale. Mais bon, je pense qu'il faut clore le débat là maintenant. Jules. Les responsabilités que j'avais à l'époque, Philippe en est témoin, ont fait que j'ai approché ce dossier d'assez près et que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs personnes, donc avec mon maire bien entendu, mais avec certains magistrats. Or, la position du ministère de la Justice, elle était simple. Vous voulez un parking, construisez-le. Payez-le, même en souterrain. Comme nous n'avons pas été très chauds pour nous substituer au ministère de la Justice, ils ont trouvé un argument qui était à l'époque, surtout dans cette période, l'argument du terrorisme. Ça paraît quand même un peu bizarre que le ministère de la Justice ne puisse pas maîtriser ses accès de son parking. Donc ils avaient une idée. De la même façon, ils ont oublié, mais je dis volontairement, le parvis. De la même façon, ils ont oublié les 16 arbres qu'on a plantés pour eux, et ainsi de suite. C'était une volonté délibérée d'avoir une plus grosse participation de la ville financière, d'avoir une participation financière. C'est de la vieille histoire, mais je crois qu'il faut le noter. C'était à peu près délibéré. Merci beaucoup. Pardon ? Une question sur la 406. Oui. Donc c'est pour approuver une avance de trésorerie de à peu près 2 millions d'euros à la SPLA pour la ZAC de la Constance. Lorsqu'on a discuté en juin 2021 de ce dossier avec, à l'époque c'était monsieur Jean-Louis Vincent qui s'en occupe, du coup je poserai cette fois-ci ma question à monsieur Boudon, puisque c'est lui qui rapporte. J'avais évoqué la nature du nouveau projet en fait. Et donc il m'a dit il faut m'écrire. Donc j'ai écrit le 29 juin et j'ai reçu une lettre de réponse le 30 juillet 2021, que j'ai sous les yeux. Et cette lettre dit que comme c'est un document administratif, il n'est pas consultable et pas diffusable avant enquête publique. Bon, j'étais un peu surpris. C'est-à-dire qu'en fait, on ne puisse pas au conseil municipal nous présenter le nouveau projet que vous avez déposé auprès de la ville. Je trouve que c'est pas très correct en fait. Donc peut-être que maintenant que M. Boudon s'en occupe, peut-être qu'il serait plus ouvert à nous communiquer les documents, parce que c'est vrai que je ne vois pas pourquoi les élus de la ville d'Aix-en-Provence ne pourraient pas connaître le nouveau dossier que vous avez déposé auprès des services de l'État. Ça m'a vraiment surpris. Voilà, donc c'est juste de la transparence. Comme nous sommes par principe en l'état opposé, puisqu'on ne connaît toujours pas le nouveau dossier et qu'il avait été retoqué pour des questions environnementales, pollution, enfin je ne refais pas le match, quoi, on en a déjà longuement parlé, on s'abstiendra sur cette question 406. Merci. Oui, merci. J'ai des remarques justement sur le 301, sur ce fameux label. C'est une très bonne chose, évidemment, nous voterons cela. Tout à l'heure, Éric Chevalier disait qu'il avait le plus grand respect pour le conseil municipal. Je dis juste au conseil municipal que nous ne votons pas le fait de porter notre candidature, mais que nous actons que nous sommes candidats, puisque de toute façon, la limite des candidatures, c'était aujourd'hui, donc il fallait bien être candidat avant. Donc la candidature est déjà portée. Du coup, nous ne savons pas exactement ce qu'il y a dans le dossier, mais il y a quelques indications quand même dans le rapport. L'atlas de la biodiversité communale, la mise en œuvre des actions de gestion différenciée de ces espaces verts, le travail en partenariat étroit avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, etc., etc. Je trouve dommage, après tout ce que nous venons de dire, là nous avons passé quand même beaucoup de temps à parler de développement durable, de la place du vélo, du sport, etc. Quand on va voir, je suis allée regarder un petit peu ce qu'il y avait dans ce label, il est noté dans le rapport que c'est un label régional, mais l'État participe aussi à cela. Donc c'est l'État et la région qui sont conjointes là-dessus. Vous avez quelques exemples.
Et dans ces exemples, c'est vraiment des choses beaucoup plus fortes que ce qu'il y a dans le rapport. On a par exemple définition de zones dédiées pour de futurs espaces de nature dans les différents documents d'urbanisme. Ce serait intéressant qu'Aix travaille sur cette question-là. Création de zones de détente arborées et ombragées, restauration de l'écoulement naturel des eaux, zones humides, etc., etc. Développement d'alternatives aux pesticides, etc. Je ne vais pas vous faire la liste parce qu'il est déjà très tard, mais je trouve qu'il y a un différentiel entre la candidature, enfin en tout cas le peu qu'on en a dans le rapport porté par Aix et ce qu'il est possible de faire avec ce label. Alors, je ne sais pas si la ville d'Aix obtiendra ce label, je le souhaite bien sûr. Peut-être que ce sera le début d'un moteur et de quelque chose qui pourra faire travailler plus dans le fond la ville. En tout cas, je sais une chose... La ville travaille bien sur le fond. Je sais une chose, en revanche, c'est que la ville de Pertuis, par exemple, j'imagine, n'a pas porté sa candidature. Parce qu'avec ce qui est en train de se passer dans cette ville, qui fait partie du pays d'Aix aussi, c'est une catastrophe. Il y a 86 hectares de terres agricoles, dont plus de 70% sont actuellement cultivés, qui sont voués à du bétonnage. Tout cela parce que nous avons un maire qui est aussi chef d'entreprise et qui confond ces deux casquettes. Alors oui, que Aix demande ce label, je ne sais pas si nous l'aurons, mais je le redis, la ville de Pertuis, en tout cas, est bien loin de pouvoir accéder à ce genre de label. Non, moi, je ne peux pas accepter, effectivement, des critiques comme ça sur d'autres communes ici, sincèrement. Voilà. Après, oui, la ville d'Aix travaille bien, et ça fait longtemps qu'elle travaille très bien. Merci Madame la maire. Moi, je peux juste dire que je suis très attristé de la situation qui a lieu en ce moment au centre social Les Amandiers depuis maintenant plus d'1 an. Je regrette les tensions internes qui aboutissent à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et mon regret le plus fort, il est en direction des habitants de ce quartier, des jeunes, de l'équipe d'animateurs qui faisait un travail de prévention et d'animation et qui le fait toujours d'ailleurs formidablement bien, de la médiatrice sociale qui fait malgré tout son travail, du travail qui est aussi fait pour l'accompagnement à la scolarité des enfants et des jeunes qui en ont tant besoin, surtout après la crise sanitaire. D'autant qu'il y a une salle qui a été inaugurée, qui est complètement dédiée à un espace informatique qui permet à tous les publics de venir s'initier, de régler leurs formalités en ligne ou aussi de faire de l'accompagnement, des CV, etc. Donc voilà, pour moi, c'est une grande tristesse et j'espère que les partenaires vont pouvoir se mettre autour de la table et décider fermement qu'il y a lieu de remettre les choses à l'endroit dans cette structure dont les habitants ont tout à fait besoin, énormément même. Je suis bien d'accord. Salah Kouyel. En tant que maire de quartier, donc je siège au conseil d'administration, sans forcément avoir un droit de vote, mais en tout cas en consultation. Et j'ai suivi donc depuis les précédents CA, enfin tout ce qui se passe. C'est vrai que le plus important, vous m'entendez encore, le plus important pour moi, c'est les habitants. C'est le plus important. Donc on attend de voir ce que la CAF va décider, ce que nous on sera contraint de suivre. Mais le plus important, c'est les habitants. Donc c'est plutôt eux qu'il faut réfléchir et maintenir les activités pour les habitants. Mais ce qu'il faut effectivement, c'est que quelle que soit la solution choisie par la CAF, évidemment, il n'y ait pas de cessation d'activité pour les enfants et pour ceux qui en ont le plus besoin.